Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier a eu lieu l'un des débrayages les plus importants depuis des décennies dans la plus grande économie d'Europe. La semaine de travail tout juste entamée, les aéroports, les gares routières et ferroviaires de toute l'Allemagne étaient à l'arrêt, perturbant des millions d'Allemands dans leur trajet quotidien. Les grèves de 24 heures déclenchées par le syndicat Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports EVG sont les dernières en date des mois d'action industrielle qui ont frappé les principales économies européennes. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie faisant chuter le niveau de vie. Deux des plus grands aéroports du pays, Munich et Francfort, ont suspendu leurs vols, tandis que les services ferroviaires longue distance ont été annulés par l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn. Bien qu'incommodés par l'absence de transport, certains usagers se sont montrés compréhensifs envers les grévistes. Oui, c'est justifié, mais pour ma part, je n'ai jamais fait grève de toute ma vie et je travaille depuis plus de 40 ans. En même temps, en France, ils se mettent en grève tout le temps pour quelque chose. Eh bien, tout le monde a le droit de se mettre en grève. D'autres voyageurs, en revanche, se sont montrés plus sévères. Nous sommes retraités, nous sommes des joueurs de tennis et nous devrions payer pour leurs énormes exigences financières. Les autres ne reçoivent rien. Je trouve exagéré d'organiser une sorte de grève générale dans le secteur public alors que la plupart d'entre eux font payer avec nos impôts. Je ne trouve pas cela acceptable. Le syndicat Verdi négocie au nom d'environ 2,5 millions d'employés du secteur public, y compris dans les transports publics et les aéroports, tandis que le syndicat des chemins de fer et des transports EVG négocie au nom d'environ 230 000 employés de l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn et des compagnies d'autobus. De son côté, la Deutsche Bahn a appelé les syndicats à revenir à la table des négociations. Nous avons demandé au syndicat EVG de revenir rapidement à la table des négociations. La grève d'aujourd'hui est très irritante, tout comme le fait qu'ils ne soient prêts à négocier avec nous que dans 5 semaines. Une solution à ce conflit salarial ne peut être trouvée qu'à la table des négociations. Nous avons mis une offre sur la table et il est évident que les revendications sont encore très éloignées, mais il est dans la nature des négociations salariales de se rapprocher, mais cela ne fonctionne pas dans la rue ou à la gare, mais à la table des négociations. Pour les voyageurs, les répercussions de la grève, prévue pour durer 24 heures, devraient terminer aujourd'hui. Et à partir du mois d'avril 2020, la Confédération suisse avait cautionné des prêts Covid-19 pour les entreprises suisses dans le cadre des confinements ayant engendré des difficultés économiques. Ces crédits Covid-19 ont été mis en place au travers des banques suisses et cautionnés par la Banque nationale suisse. Or, aujourd'hui, 630 plaintes pénales contre les entrepreneurs bénéficiaires de crédits ont été déposées aux frais de la Confédération. Après le rachat du Crédit Suisse par UBS, le mouvement citoyen Évolution Suisse a exigé l'abandon immédiat des créances liées au crédit Covid-19 et la transparence complète sur les plaintes déposées. Au début de la crise Covid-19, la Confédération suisse a mis en place, au travers des banques suisses, des crédits Covid-19 cautionnés par la Banque nationale suisse. Des conditions cumulatives étaient nécessaires pour l'obtention de ces prêts. Selon le département fédéral des finances, 138 000 crédits Covid-19 ont été accordés entre le 26 mars 2020 et le 31 juillet 2020, et 125 banques ont participé au programme d'octroi des crédits transitoires aux entreprises dans le besoin. Sur les 16 milliards octroyés, plus de 6 milliards ont déjà été remboursés par les entrepreneurs bénéficiaires. Or, un nombre très élevé de plaintes pénales a été déposé contre les entrepreneurs n'ayant pas encore remboursé leurs crédits. Selon le mouvement citoyen Évolution Suisse, les difficultés des entrepreneurs suisses ont été indépendantes de la gestion de leurs affaires. Pour cette raison, le mouvement s'est insurgé du mépris flagrant accordé aux entreprises suisses, à l'heure même où une banque d'envergure internationale, le Crédit Suisse, a eu la chance d'être sauvée par une autre. Ces plaintes sont parties à la mitraillette, si j'ose dire. Il y en a énormément qui ont été déposées. C'est une charge supplémentaire pour les entreprises, qu'elles soient motivées ou pas. Ces plaintes empêchent de nouveau les entrepreneurs de faire leur vrai travail, leur vrai métier, et les empêchent de voir l'avenir. Ces prêts ont été accordés dans l'urgence en mars 2020. Il y a eu une ordonnance qui est sortie avant même la loi. Cette ordonnance devait être suivie d'une loi dans les 6 mois, ça a été prolongé. Ces prêts ont été accordés aux entreprises à taux 0%, mais pour une année seulement.
Le taux pouvait être revu d'année en année, et ils étaient pour une durée de 5 ans. C'est sûr que mars 2020, les prêts ont commencé en avril, et là, on était dans l'urgence, on était au premier confinement, on ne savait pas où on allait. Les entrepreneurs pensaient qu'il y en aurait pour 3 mois de confinement, on va dire, où effectivement il y a des charges fixes, des salaires, des loyers, des fournisseurs à payer, pas mal de choses. Donc c'était le moyen d'avoir un peu de liquidité et puis finalement d'hypothéquer un petit peu l'avenir de l'entreprise pour pouvoir passer ces 3 mois de crise. Il s'est avéré que finalement cette crise a duré bien plus longtemps que prévu. L'économie s'en est toujours pas vraiment remise et aujourd'hui ça s'est vraiment retourné contre les entreprises. Elles n'ont pas le droit de se verser des dividendes tant qu'elles ont ces prêts en cours. Elles se sont retrouvées face à de nombreuses difficultés de trésorerie et puis finalement elles ont vraiment hypothéqué l'avenir de leur entreprise en faisant ces prêts. Evolution Suisse a annoncé qu'elle mettrait en œuvre tous les moyens possibles, tant sur le plan cantonal que fédéral, afin que les prêts Covid-19 octroyés à des entreprises suisses soient convertis en dons à fonds perdus, ceci par compensation de créances. D'autre part, Evolution Suisse exige que toutes les plaintes pénales liées à ces prêts soient immédiatement retirées et qu'une transparence complète soit faite sur ces plaintes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reporté au mois prochain une décision sur des projets de réforme judiciaire largement contestés, craignant que la pire crise nationale qu'ait connue Israël depuis des années ne fracture sa coalition ou ne dégénère en violence. Cette décision intervient alors que ces 2 derniers jours, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en réaction à la décision du Premier ministre de limoger son ministre de la Défense après qu'il a appelé à une pause dans la réforme. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes en colère sont descendues dans les rues d'Israël après le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant. Un jour auparavant, Gallant avait rompu avec le gouvernement et demandé l'arrêt d'un projet très contesté de refonte du système judiciaire. Les manifestants ont bloqué une grande autoroute à Tel Aviv, brandissant des drapeaux israéliens bleus et blancs et allumant des feux d'artifice. Ils se sont également rassemblés devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Nous sommes ici pour la démocratie. Bibi n'est pas là pour la démocratie. Merci beaucoup. Nous sommes ici pour protester. Nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous faire entendre. C'est assez. Arrêtons-là. Il faut que ça s'arrête. Ce Premier ministre n'est plus qualifié. La police a ensuite utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants. Israël est en proie à des manifestations de masse depuis que le gouvernement a annoncé ses projets concernant le système judiciaire en janvier. Les nouvelles mesures accordent à l'exécutif une plus grande liberté pour nommer les juges de la Cour suprême. Dans une allocution télévisée samedi, Gallant a exhorté Netanyahou à suspendre la législation, affirmant que ce conflit amer représentait un danger immédiat pour la sécurité nationale. Netanyahou, qui est jugé pour des accusations de corruption qu'il nie, a juré de poursuivre le projet. Il affirme que la législation est nécessaire pour contrôler les juges activistes et rétablir l'équilibre entre un gouvernement élu et les tribunaux. Dimanche, l'OTAN a accusé le président Poutine de tenir un discours nucléaire dangereux et irresponsable. Le président russe a déclaré qu'il envisageait de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Poutine a comparé ce projet au stockage d'armes par les États-Unis en Europe, tout en insistant sur le fait que la Russie ne violerait pas ses promesses en matière de non-prolifération nucléaire. Un porte-parole de l'OTAN a déclaré par email à l'agence Reuters que la Russie n'a jamais respecté ses engagements en matière de contrôle des armements. Il s'agit de l'un des signaux nucléaires de la Russie les plus prononcés depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a 13 mois. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a demandé dimanche la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU et a appelé la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour empêcher la Russie d'utiliser des armes nucléaires. Washington a minimisé les inquiétudes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis n'avaient vu aucun signe indiquant que Poutine avait déplacé des armes nucléaires.
Je peux vous dire que nous n'avons rien vu qui indique que M. Poutine se prépare à utiliser des armes nucléaires tactiques de quelconque manière en Ukraine. Et de plus, nous n'avons rien vu qui puisse nous amener à modifier notre propre posture de dissuasion nucléaire stratégique. Entre-temps, les forces ukrainiennes ont réussi à réduire l'offensive russe dans et autour de la ville de Bakhmout dans l'est du pays qui a été le théâtre de violents combats au cours des derniers mois. L'état-major ukrainien a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient repoussé 85 attaques russes au cours des dernières 24 heures dans plusieurs parties du front oriental, y compris à Bakhmout. Par ailleurs, le ministère britannique de la Défense a déclaré que l'assaut russe sur la ville, qui dure depuis des mois, s'était enlisé principalement en raison des lourdes pertes subies par les troupes. L'exode des constructeurs automobiles occidentaux a réduit les options des consommateurs russes. Les constructeurs automobiles chinois comblant le vide, les Russes sont contraints de surmonter leur réticence à adopter les marques chinoises et à accepter des prix plus élevés. Des constructeurs automobiles comme Geely ont augmenté leur part de marché à 40%. Les acheteurs russes de voitures doivent se familiariser avec de nouveaux noms de marques. Les constructeurs chinois se sont précipités pour combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui se sont retirées. Les acheteurs doivent donc se familiariser avec des entreprises telles que Haval et Geely. Jusqu'à présent, l'accueil est au mieux méfiant. Les personnes interrogées par Reuters n'étaient pas sûres de la qualité des nouvelles offres. Au prix qu'ils pratiquent, les plastiques semblent bon marché, déclare l'un d'entre eux. Le journaliste automobile Sergueï Aslanian estime que cela reflète la perception russe selon laquelle les produits chinois sont bas de gamme. Si une personne en Russie veut rabaisser quelqu'un, elle dira « Hé, tu as un téléphone chinois ou ta voiture est chinoise ». Pour l'instant, les gens n'ont pas envie de montrer qu'ils sont demandeurs de produits chinois. Nous allons d'abord finir par ressembler à Cuba, devenir des piétons au fil des ans. Et alors peut-être que nous réduirons suffisamment les attentes à l'égard des voitures chinoises. Les chiffres de vente racontent cependant une autre histoire. Les marques chinoises détiennent désormais près de 40% du marché automobile russe, contre moins de 10% au début de l'année dernière. Le principal facteur pourrait être le simple fait de la disponibilité. À Vladivostok, dans l'est du pays, Vladimir Chestak vend des marques occidentales et chinoises. À la lumière de tous les événements récents, nous dépendons principalement des ventes de Geely. Mais nous continuons à vendre des voitures Mercedes. Certaines d'entre elles sont achetées par le biais d'importations parallèles, d'autres sont des stocks restants. Les Russes ont de moins en moins le choix, la plupart des marques occidentales ayant déjà disparu. L'unité Skoda de Volkswagen en est actuellement aux dernières étapes de la négociation d'un accord de vente de ses actifs. Le départ de ces entreprises a été l'un des facteurs de la chute de près de 60% des ventes totales de voitures l'année dernière. Pour de nombreux acheteurs, cela signifie qu'ils devront bientôt se tourner vers la Chine ou prendre le bus. Quelqu'un a divulgué le code source de Twitter en ligne. La plateforme de réseaux sociaux a engagé une action en justice pour retrouver le coupable. Daniel Monahan de NTD nous en dit plus. Un utilisateur nommé Free Speech Enthusiast a posté le code source sur la plateforme de partage de code GitHub. GitHub affirme avoir retiré le code à la demande de Twitter. Twitter a demandé une citation à comparaître pour obliger GitHub à révéler qui était à l'origine de la fuite. Cette fuite survient après qu'Elon Musk, PDG de Twitter, a fait une annonce surprise. Twitter prévoit de publier ses algorithmes utilisés pour recommander des contenus. Elon Musk affirme que la plateforme de réseaux sociaux le fera d'ici le 31 mars. Il s'agit d'une initiative sans précédent, car les algorithmes sont généralement des secrets commerciaux très bien gardés. Et en parlant de technologie populaire, le service ChatGPT a été victime d'une violation de données. OpenAI a révélé vendredi que les informations de paiement de certains utilisateurs avaient été exposées. OpenAI affirme qu'il n'y a actuellement aucune menace pour les données des utilisateurs. C'est un bug dans une bibliothèque open source qui a déclenché l'incident, obligeant à une maintenance d'urgence hors ligne le 20 mars. De nombreux utilisateurs de ChatGPT ont signalé qu'ils pouvaient voir des titres de l'historique de chat d'autres utilisateurs actifs, ainsi que les messages d'autres personnes. Le bug a depuis été corrigé. OpenAI indique que les informations de paiement d'environ 1% des utilisateurs ont également été exposées, mais l'entreprise n'a pas révélé le nombre exact de comptes payants qui ont été compromis. Le nombre d'abonnés à ChatGPT+ n'est pas clair. Cependant, la société a déclaré 100 millions d'utilisateurs au total en février.
Et pour terminer, voyons comment un loisir largement répandu dans les cours d'école d'antan se transforme aujourd'hui en un véritable sport de compétition. Il ne s'agit pas de la marelle, mais vous l'aurez peut-être deviné, du saut à la corde. En Australie, dans la ville de Darwin, une équipe de sauteurs à la corde s'entraîne en vue d'une compétition internationale. On regarde. Ils peuvent sprinter ou voler dans les airs, sauter de côté ou même la tête en bas. Oh mon Dieu, incroyable! Voici quelques-uns des meilleurs athlètes de corde à sauter en Australie. Les membres de l'équipe de Darwin ont représenté leur pays lors de 6 championnats du monde. Mon ami Al et moi avons établi un record australien. Nous avons tous gagné des médailles régionales. Nous avons tous gagné des médailles au niveau national et certains d'entre nous en ont gagné au niveau international. Et Maro est l'entraîneur du club Pumper Jumpers. Sa mère a participé à la création du groupe il y a 20 ans. Emma était élève à l'école à l'époque. Elle et ses amis sont tombées amoureuses du saut à la corde et nous avons donc continué dans cette voie. En juillet, certains d'entre eux se rendront à Colorado Springs pour les prochains championnats du monde. Les juges évalueront leur performance en fonction de leur vitesse et de l'audace de leurs exploits. Tous nos skippers qui étaient en âge ou qui pouvaient être sélectionnés l'ont été cette année, ce qui est vraiment génial. C'est une première pour nous. Le régime d'entraînement actuel est de 3 fois par semaine, mais cet entraînement va s'intensifier à mesure que la compétition se rapproche, avec l'idée de médaille à l'esprit. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Demain, c'est notre journaliste Laetitia Rodriguez qui vous présentera le journal de 20h. Quant à moi, je vous retrouverai d'ici une quinzaine de jours. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.